Vous écoutez le journal du télétravail, le podcast du magazine Management qui vous aide à mieux télétravailler. Aujourd'hui, nous allons parler télétravail et mort de l'open space. C'est parti. C'est le journal du télétravail. Et si cette année que nous venons de vivre avait signé la mort de l'open space, c'est en tout cas ce qui semble se dessiner si l'on en croit le baromètre de l'expérience collaborateur réalisé par l'IFOP pour Juliet Sterwen, cabinet de conseil en innovation et transformation des entreprises. C'est du moins l'un des enseignements nombreux de ce baromètre. Pour en parler, j'accueille aujourd'hui dans le journal du télétravail, le podcast de management, Julien Levert, directeur général adjoint du cabinet. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous dire, assez simplement, quels sont les principaux enseignements de votre baromètre? En commençant peut-être, je le disais, par ce chiffre qui dit que 36 des collaborateurs souhaitent, à l'avenir, travailler dans un bureau individuel fermé, ce qui semble être une tendance qui va un peu à l'encontre de ce qu'on connaissait avant la période de télétravail. C'est quoi le sens finalement aujourd'hui entre rester chez soi et aller au travail? Quel est le sens d'être dans son bureau? À quoi sert le présentiel finalement? Est-ce que ça sert à partager, à brainstormer avec ses collègues? Et auquel cas, donc, ça vaut la peine de revenir au bureau pour garder cette sociabilisation. Et en même temps, je veux rester chez moi, ou je peux rester chez moi quand je peux, parce que c'est pas tout le monde qui peut rester chez soi, mais pour ceux qui ont pu travailler chez eux et qui sont à l'aise dans ce contexte-là, ils ont gardé une forme de concentration sur la tâche au travail, si vous voulez. Et donc, quand on pose la question de finalement, où souhaiteriez-vous travailler? Effectivement, 36% des répondants disent bureau individuel fermé, travail à domicile 27%, open space 7%, et tiers-lieu et coworking 5%. Et donc là, c'est intéressant parce que on a décrété avant la Covid que l'open space était la réponse à tout, que la collaboration ne pouvait pas se faire que si on travaillait en open space, que c'était l'apogée de l'intelligence collective. En même temps, on n'a que 50% finalement des répondants qui souhaitent télétravailler. Et ce sont les mêmes finalement qui vous disent à 36%, si je reviens au bureau, j'aimerais bien travailler dans un bureau individuel fermé. Donc on est dans le paradoxe permanent. Alors, comment vous expliquez ça? Je pense qu'on a besoin à la fois, dans les tâches que l'on a effectuées, de moments de collaboration, où on a besoin de connecter avec les autres, et on a besoin de concentration pour des tâches un peu plus individuelles. Donc quand ça attaque l'efficacité opérationnelle, que ce soit au bureau ou chez soi, on a besoin de concentration, et donc plutôt d'un espace fermé dans lequel on va pouvoir faire ces tâches, donc des tâches assez opérationnelles. Et quand on a besoin, encore une fois, d'élargir ses horizons, de connecter, de travailler en collectif en mode projet, là, le travail collectif dans l'espace, au sens stricto sensu du terme, reprend tout son sens. Toutes les réflexions des organisations qui disent aujourd'hui on va optimiser nos bureaux, les questions qu'elles nous posent concrètement, c'est finalement quel est le parcours collaborateur dans l'hybridation? C'est-à-dire, encore une fois, si je suis au travail, pourquoi y faire? Et quand je suis chez moi, pourquoi y faire? 55% des travailleurs pensent donc que le travail distant risque de provoquer un désengagement vis-à-vis de l'entreprise. Est-ce que ça veut dire que la solution pour les réengager, c'est de leur offrir un bureau individuel à tous? C'est une vraie bonne question. Je ne suis pas sûr. Je pense que il faut retrouver cet équilibre. Il faut trouver le bon équilibre. Et en fait, c'est toute une notion d'équilibre, de redécomposer l'ensemble des tâches du collaborateur, de savoir mobiliser ses capacités à certains moments précis et de trouver des réponses sur son environnement de travail pour pouvoir justement s'adapter à ses besoins. Parce que derrière le télétravail, finalement, on dit télétravail, finalement, c'est 9h-18h, d'accord? Les accords de télétravail, pendant 2 jours, c'est 9h-18h, voilà. Vous pouvez travailler chez vous. Mais aujourd'hui, on sent bien que la manière de travailler a profondément évolué. Aujourd'hui, vous avez des jeunes générations, et dit les millennials en l'occurrence, et d'autres, disent, mais moi, c'est pas le sujet de travailler de 9h-18h chez moi, c'est de savoir que je veux travailler à n'importe quel moment, quand je veux et quand j'en ai envie. En clair, si je veux amener mes enfants à l'école à 8h30 et puis je veux me remettre au bureau à 10h et que je termine à 20h, c'est ça, cette flexibilité que je veux avoir dans mon travail. Si on essaie de trop cadrer en disant, dans un espace-temps de 9h-18h, c'est quoi le besoin du parcours collaborateur? Je pense qu'on limite, si vous voulez, la réflexion et qu'il faut l'élargir sur les modes de fonctionnement, les modes de consommation de travail du collaborateur. Quand vous posez la question de se dire, est-ce que c'est un bureau individuel pour tous? Bon, effectivement, et de manière un peu provocante, évidemment non, mais ça veut donc dire qu'il faut embarquer le collaborateur, l'écouter et comprendre quels sont ses vrais besoins
et non pas uniquement dans un cadre 9h-18h. Et est-ce que ça, les managers que vous avez aussi interrogés sont ouverts à cela? Puisque, un des chiffres, 77 des managers pensent que grâce au digital, ils peuvent rendre leurs collaborateurs plus autonomes et donc leur offrir cette autonomie. Et malgré tout, il y a ce fond de culture, de contrôle. Une bonne part d'entre eux a peur qu'avec, la distance ou un mode de travail, plus hybride, eh bien, ils perdent, le contrôle sur ses collaborateurs. Comment est-ce qu'on gère ça de leur côté? Alors je pense que là, vous touchez un point important, c'est-à-dire que cette crise sanitaire va accélérer et va cliver entre les managers qui sont hybrides et qui sont en capacité d'être dans l'hybridation et des managers qui pourront être mis sur le côté et qui seront malheureusement laissés sur le bas-côté s'ils ne progressent pas sur cette hybridation. Certaines organisations qu'on accompagne disent, nous, on veut des managers hybrides qui sachent bien gérer ce management distanciel et présentiel. Alors, ça veut donc dire que la culture command and control, qui est encore très prégnante dans les organisations, eh ben là, de fait, elle va devoir fondamentalement se transformer. Et donc, ça veut dire qu'il faut accélérer sur cette transformation. Et quand on veut transformer une culture command and control, bah, il suffit pas de dire aux managers, on veut que vous arrêtiez d'être command and control. Il faut que l'organisation, et donc c'est une vision holistique, si vous voulez, de la transformation qu'il faut opérer. Or, souvent, malheureusement, les organisations ne voient ça que d'un point de vue, je dirais, il suffit de dire au manager, arrête d'être command and control et tu verras, tout ira bien. Et c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de dire comment un comité de direction lui-même s'applique cette mise en hybridation, comment l'organisation respecte cette autonomisation et cette responsabilisation, comment elle l'enclenche, comment elle l'amplifie. Et c'est un peu le sujet qu'on a, nous, dans les organisations qu'on accompagne, c'est que souvent, on a une direction des ressources humaines qui dit « transformez-moi mon manager », et en même temps, l'organisation reste figée, si vous voulez. Alors moi, je prends souvent l'exemple d'une phrase que j'aime beaucoup, qui est la confiance n'exclut pas le contrôle, hein, dans laquelle certains d'entre nous ont été élevés. Bah, justement, dans le sujet d'autonomisation et de responsabilisation, il faut se bannir ce type de phrase. Si je te fais confiance, c'est parce que je n'ai pas besoin de te contrôler. J'ai besoin de t'aider. Et donc, pour répondre à votre question sur comment on fait, il faut être beaucoup plus dans la transformation en individualisation de l'accompagnement des managers qui sont en difficulté. C'est-à-dire que la formation, certes, mais une information qui est customisée. Et d'ailleurs, de manière générale, ce que demandent dans notre étude les collaborateurs, ils disent tous, maintenant, pour que je sois plus efficace dans mon travail, j'ai besoin d'un accompagnement individualisé. Donc c'est peut-être ça le mot-clé qu'il faut entendre, c'est il faut intégrer la voix du collaborateur, mieux l'écouter, mieux comprendre ses besoins, pour pouvoir adapter le dispositif de formation et d'accompagnement de manière la plus précise possible. Au final et au fond, peut-être que derrière cette demande d'un bureau, fermé, il faut simplement entendre la demande d'un traitement individualisé Oui, de chacun. c'est exactement ça, c'est écoutez-nous, comprenez-nous et adaptez, faites du sur-mesure par rapport à nos besoins pour qu'on puisse, encore une fois, être le mieux accompagné possible. Mais alors dites-moi, est-ce que ça change, vous, votre propre travail? Je le disais, vous êtes, un cabinet de conseil en innovation et transformation des entreprises. C'est plus la même chose d'accompagner, une entreprise, en tant que, une seule unité et un tout et de faire de l'accompagnement, individuel de chaque manager? Est-ce que ça vous fait vous-même vous remettre en question et vous transformer de l'intérieur? Déjà, nous, Julie Stawen, on a 18 expertises que l'on combine. On a fait, nous, cette transformation il y a 5 ans. C'est-à-dire qu'en fait, en termes d'organisation, ça appliqué à nous-mêmes ce qu'on racontait à nos clients, c'est-à-dire qu'on a tué des business units que nous avions. Nous étions structurés comme beaucoup de cabinets de conseil avec des business units, des PNL et autres. Et on a cassé tout ça. Et on a cassé tout ça en mettant en place des règles simples de collaboration, une vingtaine de règles qui régissent aujourd'hui nos collaborateurs, et on a fait One PNL pour l'ensemble du groupe. Mmh. Ça a été une expérience extrêmement intéressante parce que quand on a expliqué la transformation, on l'a vécu nous-mêmes, la transformation. Mmh. Et ce qu'on a compris, c'est que ça nécessitait un temps individuel du manager, du N+1 si vous voulez, extrêmement beaucoup plus important que ce qu'on pouvait imaginer. Ça nécessite effectivement un travail sur mesure, sur des modalités très précises. Ça veut dire donc beaucoup de diagnostics dans les dispositifs, c'est-à-dire des diagnostics individuels qui vont permettre d'orienter le collaborateur sur les meilleures modalités pour l'accompagner. Alors ça va aller en contradiction avec, cette notion d'individualisation, mais est-ce que vous auriez de façon très, générale, un ou 2 conseils, un peu, pratiques et opérationnels qu'on pourrait, garder en tête pour, prolonger ce télétravail de façon hybride et efficace dans les mois qui viennent? Ce qui est certain, c'est qu'il faut savoir garder ce lien et cet équilibre du lien dans le télétravail. C'est-à-dire que tous les conseils que l'on donne aux lignes managériales, c'est d'être capable d'animer et d'être surtout au contact de ses collaborateurs.
Il y a beaucoup d'implicites et de non-dits, hein. La distance fait qu'on n'a plus ces moments de retrouvailles à la cafette où on pouvait sentir, prendre le pouls de son organisation et de ses lignes managériales. Donc, il y a un besoin quand même de systématiser des points réguliers avec ses collaborateurs. Ça, je pense que c'est vraiment clé et on ne le fait pas assez souvent, hein. On pense qu'on le fait, mais parce qu'on fait une call avec eux, parce qu'on est sur un projet. Fondamentalement, prendre le temps de parler juste de comment ça va, où en es-tu, quels sont tes besoins. Je crois que ça, c'est vraiment un mot d'ordre extrêmement important. Deux, ne pas sous-estimer ou ne pas surestimer la capacité qu'ont les collaborateurs à travailler en télétravail. On a dans notre sondage là aussi un résultat hyper intéressant, c'est que on a vu qu'il y avait ceux qui avaient décroché dans le télétravail, puis il y a ceux qui ont été surengagés dans le télétravail. Et finalement, au bout du compte, on arrive à deux populations qui avaient des motivations différentes, mais qui se retrouvent fatigués en fin d'année 2020. C'est-à-dire qu'ils disent, ben moi, j'en peux plus, entre celui qui a été surengagé et puis celui qui était décroché. Donc là aussi, il faut vraiment faire en sorte que trouver cet équilibre, garder l'effort, c'est-à-dire s'assurer que l'effort soit constant. C'est un marathon finalement. Et donc ne pas dépenser toute son énergie, donc faire attention à où porter l'effort. C'est-à-dire qu'en tant que manager, il faut vraiment canaliser l'effort, s'assurer qu'il n'y a pas de perte d'énergie et qu'il n'y a pas de surénergie, je dirais, dans la manière de gérer tel ou tel projet. Parce qu'encore une fois, on le sait, le distanciel a ses vertus. Tout le monde dit, bah oui, c'est vrai que je suis plus efficace dans certaines réunions, des réunions projets, on a un ordre du jour qui est un peu plus structuré, on se coupe moins la parole. Voilà, donc ça, c'est les avantages du digital. Maintenant, on sait aussi qu'une réunion digitale peut pas durer 2 heures. Hein, donc c'est plutôt des slots de 45 minutes, par exemple. Éviter d'aller sur l'heure. 1 heure de téléconférence, ça use. Donc plutôt faire des slots de 30 à 45 minutes, c'est déjà plus hygiénique que d'aller chercher des réunions de 1 heure et 2 heures. Encore une fois, le distanciel a ses vertus, mais à dose, je dirais, modérée. Eh bien, nous retiendrons ces conseils. Merci beaucoup, Julien Levert. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de Juliet Sterwen, cabinet de conseil en innovation et transformation des entreprises. Vous venez de réaliser votre 5e baromètre sur l'expérience collaborateur et son accompagnement au sein des organisations. Nous mettrons dans les notes de cet épisode un lien vers la totalité et le détail des résultats de votre baromètre pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus. Merci à vous. À très bientôt. C'est la fin de cet épisode du JT, le journal du télétravail de management. La semaine prochaine, pas d'épisode, c'est les vacances. Je vous retrouve donc dans 10 jours sur toutes les plateformes d'écoute. N'oubliez pas de vous abonner, vous serez ainsi prévenu de la sortie de notre prochain épisode. D'ici là, soyez prudents, portez-vous bien, respectez les consignes et les gestes barrières et le couvre-feu. Et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.